Il y a 25 ans, en 1999, un vent de paranoïa soufflait sur le monde qui se préparait au passage à l'an 2000. L'Union européenne adoptait une monnaie unique, l'euro. Wayne Gretzky, la merveille, prenait sa retraite après une longue carrière ponctuée de nombreux records. Et enfin, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada commençait à investir l'actif du RPC pour aider le Canada à tenir sa promesse d'offrir un régime de retraite national. Notre premier transfert en mars 1999 était de 12 millions de dollars. Aujourd'hui, la caisse du RPC dépasse les 600 milliards de dollars. Nous avons pris grand soin de jeter les bases de cet organisme afin d'aider plus de 22 millions de Canadiens et les générations futures à assurer leur sécurité financière à la retraite pour les décennies à venir. Nous avons pris des mesures importantes pour définir notre orientation stratégique à long terme, en optant notamment pour une stratégie de gestion active en 2006. Notre stratégie de placement vise à créer un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale, qui optimise le rendement à long terme en évitant les risques indus. Le portefeuille de placement est largement diversifié entre les catégories d'actifs et les régions géographiques afin de produire des rendements stables et résilients dans des conditions économiques et de marché très diverses. Nous détenons des placements dans des actions de sociétés ouvertes et fermées, des titres à revenus fixes, des titres de créances, des infrastructures et des biens immobiliers dans plus de 55 pays. Notre approche mesurée protège la caisse du RPC contre les fluctuations inévitables des marchés financiers. En 2008, nous avons étendu nos activités à l'échelle internationale en ouvrant des bureaux en Asie et en Europe. Cela nous a amené à conclure l'une de nos plus importantes transactions immobilières jusqu'ici, les tours de bureaux de Barangaroo South à Sydney en Australie. En tant qu'investisseur mondial, nous avons fait l'acquisition de Ports America, le plus important exploitant de terminaux maritimes en Amérique du Nord. Chez nous, nous avons investi dans des tours de bureaux, l'énergie renouvelable et les télécommunications. Certains de nos placements canadiens comprennent Shopify, Enbridge, Recooclim, Nutrien et l'autoroute à péage Express 407, ainsi que des partenariats immobiliers avec Oxford Properties et Tricon Residential. Le code de conduite et les principes directeurs d'investissement RPC, qui se résument à faire ce qu'il faut, de la bonne façon, dictent chacune de nos décisions. Notre conseil d'administration établit les normes de gouvernance les plus élevées pour aider Investissement RPC à atteindre ses objectifs. Et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Nous avons un conseil d'administration indépendant et hautement qualifié, composé de représentants de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde. Notre indépendance est un important facteur de succès. Les gouvernements ne dictent pas comment ni où la caisse du RPC est investie. Et les actifs sont conservés séparément des fonds publics. Tous ces éléments réunis, transparence, confiance, indépendance, culture et gouvernance solide, mandat clair, sont au cœur de notre succès. En 2021, la caisse du RPC a atteint une valeur de 500 milliards de dollars, 7 ans plus tôt que prévu. Un an plus tard, nous nous sommes fixés un objectif de carboneutralité pour notre portefeuille et nos activités d'ici 2050. À Investissement RPC, ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais comment nous le faisons qui nous distingue. Nous avons géré avec succès la crise financière mondiale, les années de pandémie et d'autres épisodes difficiles plus récents. À travers tout cela, nous restons concentrés sur le long terme. Après 25 années à investir pour les Canadiens, nous sommes fièrement déterminés à gagner votre confiance chaque jour. Parce que nous n'investissons pas seulement pour aujourd'hui ou demain, nous investissons pour des générations de Canadiens. Hello everyone and welcome. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être des nôtres pour notre réunion publique virtuelle nationale. Je m'appelle Tara Perkins. Je suis directrice générale et chef des affaires publiques mondiales chez Investissement RPC et je vais animer notre réunion d'aujourd'hui. Je suis heureuse d'être ici aux côtés de notre président et chef de la direction, John Graham. Avant de commencer, nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître les territoires traditionnels des peuples autochtones du Canada. Depuis la création d'Investissement RPC, il y a 25 ans, nous avons organisé des réunions publiques dans toutes les provinces au pays qui participent au régime de pension du Canada tous les 2 ans. Certains d'entre vous ont peut-être eu l'occasion de se joindre à nous lors de ces réunions publiques en personne que nous avons tenues d'avril jusqu'à novembre de cette année. Cette réunion publique virtuelle nationale d'aujourd'hui nous donne l'occasion d'entrer en contact avec un nombre encore plus important de cotisants et de bénéficiaires et de répondre à un plus grand nombre de vos questions
questions sur la manière dont nous investissons le fonds du RPC. Nous vous encourageons d'ailleurs à poser des questions, mais je vais donner la parole à John pour avoir une mise à jour sur la performance et la stratégie d'investissement RPC. Merci. Bienvenue et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je suis ravi de vous présenter une mise à jour de la caisse du RPC et du travail que nous effectuons en tant que gestionnaire d'investissement et nous répondrons à vos questions aussi. Le rôle d'investissement RPC est clair. Nous cherchons à générer autant de revenus de placement que possible sans prendre de risques excessifs. Dans votre intérêt, les cotisants, vous les cotisants et les bénéficiaires. Cet objectif qui consiste à atteindre un taux de rendement suffisamment élevé pour aider à maintenir les paiements de pension de millions de Canadiens aujourd'hui et demain est au cœur de tout ce que nous faisons dans notre organisme. Nous restons concentrés et en opérant toujours à l'abri des ingérences politiques et des pressions exercées par des groupes d'intérêt. Nous voulons maintenir l'indépendance pour arriver au plus haut niveau de confiance, la transparence telle que la communication continue et en temps utile, comme cette réunion publique et les réunions que nous avons tenues dans tout le pays. La transparence, donc, est le fondement de la responsabilité, l'un des moyens par lesquels nous gagnons et conservons la confiance. Et nous sommes fiers, d'après le Global Transparency Benchmark, investissement RPC était deuxième dans le monde et premier sur la question essentielle de la gouvernance. Donc voici une petite mise à jour de nos rendements, de notre croissance et de notre stratégie de placement. Nous savons que les Canadiens sont confrontés à de nombreuses préoccupations, le coût de la vie, le changement climatique et les nouvelles constantes concernant les conflits et les défis mondiaux. Heureusement, il y a une chose dont vous n'avez pas à vous soucier, c'est la solidité et la résilience de la caisse du RPC et de votre future retraite. Investissement RPC continue d'offrir des rendements stables. Notre taux de rendement sur 10 ans était de 9,1 au 30 septembre 2024 et le fonds a atteint 675,1 milliards de dollars. Nos activités d'investissement ont généré plus de 460 milliards de dollars de revenus nets de placement pour la caisse du RPC depuis sa création. Cela signifie que les 2/3 de la caisse du RPC proviennent de bénéfices générés par investissement RPC, après tous les coûts, et 1/3 de vos cotisations, de vos contributions. Investissement RPC a été reconnu comme ayant l'un des meilleurs résultats sur 10 ans parmi les principaux gestionnaires de fonds de pension du monde. Et la caisse du RPC est largement admirée dans le monde entier en tant que caisse de retraite sûre et stable. Alors que les systèmes de retraite de nombreux autres pays ne fonctionnent pas efficacement, le Canada est l'un des rares pays à disposer d'un régime de retraite solide et résilient. Des gouvernements du monde entier nous contactent régulièrement pour mieux comprendre comment ils pourraient eux aussi disposer d'un trésor national comme le RPC. Ils veulent connaître les points forts qui ont fait du RPC et de l'investissement RPC une telle réussite. Et nous leur disons que nous gérons la caisse du RPC depuis 25 ans, dans de nombreuses conditions de marché différentes, y compris des conditions adverses comme la crise financière mondiale, les années de pandémie et les événements mondiaux plus récents. Et pour obtenir des rendements à long terme, nous veillons à ce que la caisse soit diversifiée en termes de catégories d'actifs et de zones géographiques. La diversification permet à la Caisse d'absorber les impacts lorsque certaines catégories d'actifs ou zones géographiques connaissent des périodes de ralentissement économique. Investissement RPC peut également tirer parti de la taille et de l'envergure de la Caisse pour accéder à de meilleures occasions d'investissement dans le monde entier. Il y a beaucoup de concurrence pour les meilleurs actifs et nous devons trouver des manières de surperformer et d'assurer notre place. Nous investissons dans des actifs du monde entier pour diversifier et faire croître de manière responsable la caisse du RPC, mais les rendements que nous générons à l'étranger reviennent chez nous pour soutenir les prestations de retraite ici au Canada. Grâce à notre travail, vous détenez certains des actifs les plus précieux au monde, ainsi que plusieurs entreprises canadiennes de premier plan. Quelques exemples, Cordelio Power, une société ontarienne qui développe et exploite des projets d'énergie renouvelable dans toute l'Amérique du Nord, Shopify, l'une des plus grandes réussites commerciales du Canada, Cameco, basé en Saskatchewan, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde, et Wolf Midstream,
un leader mondial dans le domaine du captage, de l'utilisation et du stockage de carbone basé à Calgary. Tous les 3 ans, la caisse du RPC est évaluée par le bureau de l'actuaire en chef, organisme indépendant, afin de déterminer sa viabilité. J'ai le plaisir d'annoncer que le dernier rapport indique que la Caisse devrait remplir ses obligations pendant au moins les 75 prochaines années. Cela signifie que le RPC sera là pour vous, vos enfants et vos petits-enfants. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, les actifs de la Caisse du RPC sont strictement séparés de tous les fonds gouvernementaux et protégés de toute ingérence politique. Cela signifie qu'aucun gouvernement ne peut décider où et comment nous investissons. Et aucun gouvernement ne peut utiliser les fonds détenus au sein du RPC pour atteindre ses propres objectifs de politique publique, à part le versement de pensions et de prestations. Notre seul objectif est de vous aider à assurer votre sécurité financière à la retraite. Comme vous l'avez vu dans la vidéo d'ouverture, cette année marque 25 ans d'investissement pour les Canadiens. Nous sommes tous très fiers du travail accompli au cours des dernières 25 années, et nous nous engageons à continuer à travailler fort pendant les 25 prochaines années et au-delà. Merci encore. Et maintenant, Tara, nous pouvons passer aux questions. Alors, vous pouvez soumettre une question en direct avec le bouton bleu qui est en bas à gauche de votre écran, intitulé Ask Q&A. Nous avons reçu un grand nombre de questions à l'avance. Nous savons que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions que nous recevrons aujourd'hui, mais nous allons répondre par courriel à une date ultérieure. Alors, voyons les premières questions. Compte tenu du nombre croissant de retraités et des changements démographiques potentiels, quelles mesures sont prises pour assurer la viabilité à long terme du RPC? Comment Investissement RPC gère-t-il la Caisse pour faire face aux obligations futures? C'est une excellente question. Cela me donne l'occasion d'expliquer la différence entre le RPC et Investissement RPC. Le RPC, le régime de pension du Canada, établit les taux de cotisation, les prestations, et donc gère le régime de pension du Canada, alors que Investissement RPC gère les fonds excédentaires qui ne sont pas nécessaires pour le versement de ces prestations et de ces retraites. Donc, nous sommes régis par la loi sur Investissement RPC pour assurer des rendements maximaux sans risque excessif, et cela dans le meilleur intérêt des cotisants et des bénéficiaires. Et donc, nous avons un mandat et nous gérons le portefeuille pour répondre à ce mandat. J'ai dit dans mes remarques d'ouverture que le bureau de l'actuaire en chef vérifie ce que nous faisons, et tout le monde devrait être fier et satisfait du fait que, d'après son dernier rapport, nous gérons bien la Caisse pour les 75 prochaines années. Nous sommes bien capitalisés. Alors, pour ce qui est de ce que l'actuaire en chef a prévu pour ce qui est des rendements, et donc nous gérons cela et en évitant les pertes. Et si vous êtes intéressé par le rapport du bureau de l'actuaire en chef, il fait partie du bureau du surintendant des institutions financières. Et il s'agit du 31e examen de la Caisse du RPC. Deuxième question. Les coûts de gestion de la Caisse du RPC semblent élevés par rapport aux 1 à 2,5 % que les particuliers paient pour que les tiers gèrent leur fonds d'investissement. Comment est-ce que vous expliquez et justifiez cela? Réponse. Eh bien, tout d'abord, il faut expliquer notre philosophie en matière de coûts. Nous prenons très au sérieux la question des coûts et nous les examinons du point de vue des investissements et nous assurons qu'il y a un rendement sur investissement pour tous les dollars que nous investissons. Et nous devons nous assurer d'investir aux bons endroits dans l'organisation pour arriver au bon rendement pour notre organisme. Donc, nous pensons à la valeur que nous générons à partir des coûts que nous encourons. Nos dépenses d'exploitation, qui sont en fait les coûts pour les salaires du personnel et les coûts administratifs, se situent
à 27 points de base et demi à la fin de l'exercice précédent. Donc, c'est un avantage, en fait, on bénéficie de l'échelle, des économies d'échelle. Et donc, on voit que la gestion d'actifs a une utilité et nous avons les avantages de cet effet de levier et c'est ce sur quoi nous allons continuer de nous centrer, nous assurer que notre levier opérationnel continue pour nos opérations. Et puis, il y a d'autres dépenses pour ce qui est de la participation sur les marchés, paiement de gestionnaires de fonds et d'autres fonds comme par exemple aux coûts et frais de réussite, par exemple pour ce qui est des activités de transaction qui réussissent. Et donc là, nous voulons nous assurer d'avoir un contrôle et de bien surveiller pour assurer d'avoir les bons rendements avec ces coûts encourus. Et je pourrais mentionner qu'à gauche de votre écran, vous avez aussi un onglet ressources où vous trouverez notre rapport annuel. Et il y a une section sur les coûts à la page 35 si vous voulez plus d'informations. Alors, investissement RPC sous pression pour investir dans des activités économiques qui sont socialement acceptables, d'investir dans des entreprises canadiennes. Comment est-ce que vous vous centrez sur cela dans votre stratégie? Oui, c'est quelque chose, c'est une question qui est d'actualité. Alors, j'ai parlé de notre mandat de maximiser les rendements sur investissement tout en minimisant les pertes, et cela à l'avantage des cotisants et des bénéficiaires. Alors, investissement RPC, donc il y a 25 ans, ça fait 25 ans que nous travaillons. En fait, la législation date de 1997 et à l'époque, ce que le Parlement voulait faire, c'était créer une entité. Ça a été débattu à l'époque. Il s'agissait de savoir s'il fallait avoir un mandat de développement régional. Et la décision à l'époque était d'avoir un mandat de fiduciaire unique. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise de pension qui s'annonçait à l'époque. Les gens remettaient en question la durabilité à long terme du RPC. Et donc, ce qu'il fallait, notre mandat, en fait, c'était de contribuer à la durabilité du régime de pension et que les gens puissent vivre dans la dignité au moment de leur retraite. Et donc, c'était ça qui était dans la législation décidée par le Parlement. Et cela avait une incidence sur la manière dont on devait gérer les fonds et amener à des rendements qui contribueraient à la durabilité du régime. Et je peux mentionner à nouveau les rendements. Les rendements sur 10 ans, 9,1% par an. Et cela se compare de manière très favorable par rapport aux autres investisseurs institutionnels dans le monde. Et une des statistiques dont je suis fier, c'est que les 2/3 de la caisse viennent de revenus de placement. Donc, ce que nous avons mis en place il y a 25 ans, ça fonctionne. La caisse connaît une excellente croissance. Donc, voilà ce que nous faisons. Et nous continuons donc de favoriser les rendements puisque c'est le mandat que nous avons reçu. Et ce que je dirais également, c'est que quand on pense au processus de placement lui-même, nous incorporons toute une gamme de facteurs liés à la durabilité. Et nous ne faisons pas de désinvestissement généralisé, mais nous le faisons entreprise par entreprise. Nous évaluons les entreprises sur la base de différents facteurs, changement climatique, droit de la personne, environnement. Donc, de manière à ce que ces sociétés-là, qui gèrent bien ces risques-là, réussiront mieux à l'avenir. Donc, c'est intéressant pour nous. Dans notre portefeuille, on se centre sur la valeur qui est créée en incorporant des facteurs liés à la durabilité. Et puis, quelques commentaires sur le discours lié aux investissements et désinvestissements au Canada. Notre portefeuille, aujourd'hui, notre
première destination de placement, c'est les États-Unis, et la deuxième, c'est le Canada. Donc, c'est une destination importante et ça va rester une zone géographique importante pour investissement RPC. Nous avons la grande majorité de nos employés qui sont au Canada et nous connaissons très bien le marché. Beaucoup de gens ont été formés sur les marchés canadiens. Nous avons d'excellents actifs. Nos plus grands actifs en matière d'infrastructure sont des actifs canadiens. Donc, nous allons continuer de construire, de bâtir ce portefeuille en se centrant sur le Canada. Et je dirais que nous sommes engagés sur la question ou sur la discussion des investissements. C'est une discussion qui est très constructive et la discussion est de savoir comment on fait que le Canada soit un endroit où il fait bon investir, pas seulement pour le régime de pension du Canada, mais en général. Et ça, c'est une bonne discussion à mener, ce qui amènera à plus de capital, pas seulement le capital canadien, mais des capitaux étrangers qui viendront investir au Canada. Nous avons des investissements dans le monde entier et nous sommes activement engagés dans la discussion et de voir quelles sont les pratiques exemplaires dans le monde pour attirer du capital. Alors, une question pour quelqu'un qui nous regarde depuis Kitchener, en Ontario, qui nous dit tout d'abord félicitations pour la réussite de vos investissements. Il y a une situation assez triste au sud de la frontière où le Fonds de la sécurité sociale risque d'échouer. Alors, qu'en est-il de l'incertitude aux États-Unis et en Ukraine et en Russie? Donc, des questions géopolitiques. Eh bien, ici, nous sommes à investissement RPC, donc nous avons un parti pris quand nous pensons à ce qui s'est passé il y a 25-27 ans, quand les décideurs politiques ensemble ont décidé de reformuler le RPC et de créer Investissement RPC. Ils l'ont fait parce qu'ils voyaient qu'il y avait un problème potentiel à l'avenir. Et il a fallu vraiment, ça a pris du leadership pour prendre cette décision. Et le Canada, aujourd'hui, est un des rares pays du monde qui a vraiment une caisse de retraite nationale qui est vraiment stable. On peut en être fier. Et on nous appelle du monde entier, comme je l'ai dit. Les gens nous demandent comment est-ce qu'on le fait. Et il faut un certain leadership, mais il faut aussi du temps. Le premier chèque que nous avons reçu était de 12 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous avons 675 milliards de dollars d'actifs que nous gérons. Et ces 25 années ont été des années où on a été délibérément, on s'est centré sur notre portefeuille pour le meilleur intérêt des cotisants et des bénéficiaires. Et il y a de nombreux autres pays dans le monde qui, au cours des 10 prochaines années, vont devoir prendre des décisions difficiles sur leur régime de retraite national. Pour ce qui est de la géopolitique, je crois que nous avons pris de l'avance en quelque sorte. Il y a quelques années, nous avons renforcé l'expertise interne pour voir comment incorporer les questions de géopolitique dans nos activités de placement. Parce que nous reconnaissions que le monde était en plein changement et on voyait de plus en plus de fragmentation dans le monde et la question se posait, comment est-ce que cela allait avoir un impact sur nos activités de placement, sur la répartition de nos actifs, sur notre sécurité, sur notre sélection. Et il y a plusieurs années, nous avons donc mis en place des processus pour évaluer ces problèmes et voir et s'assurer que nous étions à l'aise avec les risques géopolitiques au sein du portefeuille. Et cela nous a été très utile. Nous avons annoncé publiquement que nous n'avions pas de position active en Russie quand la Russie a envahi l'Ukraine. Et ça, c'était dans une perspective de géopolitique et gouvernementale à l'époque. Le monde n'est pas moins compliqué. Pas du tout, au contraire, et donc il va falloir continuer à se centrer sur ces questions et à avoir des discussions intéressantes sur la démondialisation, la réduction des risques, les chaînes d'approvisionnement qui sont en train de se repositionner dans le monde. Ce n'est pas seulement une question de gestion des risques, mais une question aussi de gestion d'occasions et d'opportunités. Et cela est lié à nos activités pour ce qui est de nos placements. Question suivante qui nous vient de Vancouver. Les fonds privés n'ont pas de valeur commerciale, ce qui est très risqué. Est-ce que vous avez des plans pour réduire les investissements dans les fonds privés, les capitaux privés? Alors, je pourrais parler de la manière dont nous bâtissons notre portefeuille et les différents actifs.
Alors, j'ai mentionné dans mes remarques d'ouverture que nous considérons que la diversification est très importante. Diversification est très importante étant donné notre identité et ce que nous faisons. Nous voulons avoir un portefeuille résilient plutôt que parce que prévoir les marchés, c'est très difficile. Et voir les différentes zones géographiques, les différentes catégories d'actifs et les prendre en compte, c'est très important. Et il faut aussi avoir une répartition d'actifs dans les capitaux privés, que ce soit l'infrastructure, le crédit privé, entre autres. Donc, les marchés privés nous donnent la possibilité d'avoir accès à des segments de l'économie qui ne sont pas nécessairement facilement accessibles par le biais des marchés publics et des bourses. Et du côté du marché privé, moi, j'apprécie en fait la structure de gouvernance pour ce qui est des capitaux privés, des fonds de capitaux privés et de capital risque. Et cela existe depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Mais la question sur laquelle on se centre, c'est la question des évaluations qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas disponibles publiquement. Donc, en tant qu'organisation, nous avons mis en place ce que nous considérons comme un processus rigoureux d'évaluation des actifs privés avec des vérifications externes multiples. Et nous avons en fait pas mal d'informations sur notre site Web à cet égard. Les gens peuvent aller le consulter et voir comment nous déterminons les évaluations du capital privé. Notre portefeuille est réévalué tous les trimestres. Et donc, en tant qu'investisseur, il est très important d'avoir la meilleure idée possible de la valeur de chacun des actifs qui se trouvent dans notre portefeuille. Donc, je considère que nous avons un processus très rigoureux et une des choses qui me met en confiance et ce que nous surveillons, c'est que quand on a une monétisation, c'est-à-dire quand on vend un actif privé, avec un portefeuille de l'envergure d'une autre, il y a pas mal d'actifs qui sont vendus, qui sont achetés. On achète et on vend différents titres. Et quand on vend un titre, il faut savoir s'il est vendu à une bonne valeur, et ils le sont d'ailleurs. Donc, dans ce portefeuille, il n'y a rien qui ne soit sous-évalué en termes d'actifs. Alors, question suivante, depuis l'Alberta. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les activités, les opérations et le besoin d'avoir des bureaux internationaux? Parce que toute l'information est disponible sans avoir des bureaux à l'étranger. Alors, bonne question. Pour ce qui est des bureaux à l'étranger, alors nous ne prenons pas la décision à la légère pour ce qui est d'ouvrir un bureau à l'international. Quand on ouvre un bureau à l'étranger, c'est souvent pour soutenir une stratégie de placement spécifique où nous considérons que d'avoir une présence sur le terrain, une présence locale, va nous fournir des occasions de placement additionnelles, mais également des possibilités de gestion des risques concernant les actifs concernés. Par exemple, le bureau de San Francisco, c'est un de nos plus récents bureaux que nous avons ouvert les plus récemment. Et il s'agit d'un bureau qui est relativement petit par sa taille. Il est compris de quelques individus qui se centrent presque entièrement sur le segment de la technologie. Des professionnels du capital privé, principalement, dans notre bureau de San Francisco, et ils se centrent principalement sur le capital risque et le capital de croissance, et surtout dans la région de San Francisco. Nous avons deux objectifs pour le bureau de San Francisco. Le premier est d'avoir d'excellents rendements sur nos placements, et deuxième objectif, d'être un conduit de connaissances qui nous sont envoyés dans le reste de l'organisation. C'est quelque chose qui nous a été très utile au cours des 18 derniers mois, disons, parce que, évidemment, on a l'IA générative qui est à l'épicentre du boom de la technologie et qui est surtout à San Francisco. Et donc, ça a été très utile d'avoir ce bureau à San Francisco pour nous fournir des informations et ça nous a permis de faire partie de cet écosystème à notre manière. Alors, on va avoir une question maintenant de Toronto. Si vous avez un mandat pour investir sans risque excessif, comme vous l'avez dit, pourquoi est-ce que vous investissez dans des entreprises de carburant fossile qui représentent le risque le plus important qu'elle fait face au Canada, c'est-à-dire les changements climatiques? Qu'avez-vous à dire aux gens qui ont perdu leur maison à cause de feux de forêt? Alors,
Parlons justement de la durabilité et de la manière dont nous incorporons la durabilité dans nos activités de placement. Je dirais que l'on incorpore la question de la durabilité du point de vue de la gestion des risques et du point de vue des occasions de placement. Alors, un de nos principes à investissement RPC, c'est de ne pas avoir d'investissement généralisé sur un secteur seulement, tous les titres sur un secteur. Par exemple, les combustibles fossiles. Je vais y revenir dans un instant. Sont faits entreprise par entreprise, c'est que nous voulons gérer donc les risques en fonction de la durabilité, que ce soit le changement climatique, les droits de la personne, la gouvernance, et nous voulons bien gérer cela. Et si nous considérons qu'il y a un manquement, une lacune dans nos attentes, on peut voter si c'est une entreprise cotée en bourse par le biais de nos procurations, ou si c'est une entreprise privée, on peut aussi exercer une certaine influence. Donc, pour nos investissements, nous sommes à l'aise avec tous les actifs que nous avons dans notre portefeuille. Et pour ce qui est de la durabilité du côté des occasions de placement, c'est là que nous considérons que la transition peut représenter une occasion de placement importante. Et notre portefeuille qui connaît la plus grande croissance est notre portefeuille d'énergie renouvelable, où nous investissons depuis plusieurs années dans ce segment et nous continuons de bâtir ce portefeuille. Et ce qui est emballant dans ce portefeuille, c'est que nous investissons donc dans un plus grand nombre d'actifs. Il y a maintenant plus de demandes pour les renouvelables. Dans le secteur des renouvelables, il y a maintenant plus de demandes que ce qu'on peut construire. Et donc, du point de vue des placements, c'est excellent. Et nous voulons continuer d'investir et de soutenir le secteur pétrolier et gazier. Nous avons décidé de cela, puisque la demande en énergie ne baisse pas dans le monde. J'ai parlé de l'IA qui amène à plus de demandes d'énergie et nous avons des entreprises qui permettent de fournir de l'énergie de manière sécuritaire et économique. Et donc, nous allons continuer d'investir et de soutenir ces entreprises dans leur propre transition. Nous avons une entreprise dans notre portefeuille qui s'appelle Wolf Midstream, qui est un excellent exemple, une société d'oléoduc, de pipeline. Le premier actif, c'était la moitié du Pipeline Access en Alberta. Et l'expertise qu'ils ont se traduit également dans la capture du carbone et de renforcer ce segment. Donc, on a un savoir-faire d'ingénieurs qui s'applique dans des investissements liés à la transition. C'est ce que nous recherchons. Voilà le type d'investissement que nous recherchons. Voilà comment on s'engage dans ce segment. Justement, consultez la portion des investissements responsables d'investissement RPC pour vous renseigner davantage. Alors, une autre question de John en Alberta. Quel est le risque pour le secteur des hydrocarbures si jamais le RPC se dessaisissait de ses actifs? Alors, le risque est réel et les Albertains ont tout à fait le droit de poser la question. Le RPC est un concept fédéral et provincial, créé dans les années 60, puis refondu dans les années 90. Donc, toutes les provinces se sont réunies, sauf le Québec, qui n'a jamais participé, donc se sont réunies avec le fédéral afin de garantir la pérennité de la caisse, du régime. Donc, c'est une question que les Albertains ont droit de se poser. Que se passerait-il du RPC si les Albertains se retiraient du régime? Il y a beaucoup de questions. Notre rôle est simplement d'être l'expert qui partage de l'information et fait en sorte que les gens puissent prendre une décision éclairée. Je ne connais pas la réponse à ces questions, c'est-à-dire quel serait le résultat. Je sais que des chiffres s'invitent dans des débats. Ce n'est pas à nous de prendre fait et cause pour un côté ou l'autre. Nous sommes ici à titre d'experts pour faire comprendre aux gens quel est l'avantage d'avoir un régime national. Cela permet de
Cela permet de limiter les risques en les mettant en commun. Cela permet aussi d'assurer la transférabilité des prestations. Donc, on n'a pas les réponses à ces questions. Et ce sur quoi on continue de se concentrer, c'est d'avoir de bons rendements, dont les 3 millions et des Albertains qui sont des cotisants. Cela me permet de poser la question suivante. Quelqu'un qui veut une précision sur quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt, c'est d'Edmonton. On nous demande, pouvez-vous réexpliquer, M. Graham, dans le détail, la différence entre le RPC et investissement RPC? Je croyais comprendre que le RPC gérait le régime et que les investissements RPC régissaient l'argent, investissaient l'argent. Bon, alors je vais tâcher d'être claire. Nous gérons à investissement les excédents du régime de pension du Canada, le RPC. Le RPC est un régime hybride, en ce sens qu'on cotise au fil de sa vie active. La majorité de l'argent reçu par le RPC est tout de suite décaissé, payé sous forme de prestations aux bénéficiaires. L'excédent est versé à investissement RPC pour que l'on investisse cet argent dans l'intérêt des cotisants et des bénéficiaires. Alors, nous, à l'Office du régime de pension du Canada, qu'on appelle investissement, gère ces excédents du régime. Si on a besoin d'argent, on reçoit de l'argent, mais si on en a trop, on le donne. Essentiellement, on gère les excédents conformément au mandat qui nous est conféré par la loi fédérale. Les gouvernements sont ceux qui surveillent le RPC, les provinces qui y participent, ainsi que le gouvernement fédéral. Et ce sont elles qui déterminent les niveaux de cotisation, les prestations. Et un ministre fédéral, pour des raisons de simplicité, veille à ce que l'on ait un régime qui couvre tout le pays. Donc, il y a une distinction importante à tracer. Investissement ne participe pas à l'établissement des niveaux de cotisation ou de prestations. Et ce sont les gouvernements qui régissent le RPC lui-même. Alors, nous avons une question de Calgary à présent. Une analyse rapide de votre communication publique montre que la vaste majorité des placements sont en dehors des frontières du Canada. Vous avez un peu parlé de votre philosophie concernant les placements au Canada. Pouvez-vous nous en dire davantage? Volontiers. Alors, nous avons environ 12% des actifs du portefeuille au Canada. Le reste se trouve à l'étranger, la part principale étant aux États-Unis. C'est pour respecter ce principe de diversification, de faire en sorte que nous ayons des placements diversifiés sur le plan des catégories d'actifs et des géographies. Au final, c'est une bonne gestion des risques, une gestion des risques prudente. Bien qu'on voit toujours d'excellentes possibilités de croissance du portefeuille au Canada, nous pensons qu'il est important d'être diversifié, d'être exposé à d'autres pays. Et si on voit les choses globalement, c'est nous qui gérons l'excédent du RPC. Alors, si on pense au RPC dans sa formule la plus large, les cotisations sont à 100% canadiennes. Alors, pensez à la résilience à long terme, elle s'appuie sur la diversification. Tous les facteurs actuariels, dont le vieillissement de la population. Tout à fait, oui. C'est l'occasion dans tout l'écosystème d'être exposé à d'autres parties du monde. Alors, une question à présent. Oh, on ne sait pas d'où c'est, en fait. L'approche de l'Office sur le plan de la gestion active et de la gestion passive, quelle proportion du portefeuille est gérée activement et comment cela contribue-t-il à la caisse sur le long terme? Eh bien, c'est une bonne question. Quand vous pensez à l'historique de l'organisme, la décision de passer à une gestion active est une des décisions et des virages les plus importants de l'organisme. On voulait avoir des gestionnaires qui nous permettraient d'extraire une valeur supérieure à l'investissement passif. J'ai un modèle très simple
modèle logique simple pour répondre à la question. J'ai deux matrices dans mon esprit. Donc, vous avez le modèle actif par opposition à passif et interne par opposition à externe. On se pose des questions. Quelles sont les stratégies qui doivent être actives? Quelles sont les stratégies qui doivent être passives pour chacun des cas? Vous savez, la définition d'une gestion passive a un peu évolué au fil du temps, car on peut appliquer beaucoup de filtres à ce qu'on investit. Donc, nous avons beaucoup d'actifs gérés activement, mais nous avons un gros portefeuille passif qui nous permet de gérer les liquidités lorsque nous en avons besoin. Et nous ne choisissons que des solutions gérées activement si nous estimons que cela rajoute de l'alpha. Autrement, nous investissons cet argent de manière passive en fonction de nos modèles d'exposition. Nous vivons une période intéressante. Si vous regardez l'historique d'investissement RPC, l'organisation et la gestion permet de croire que la gestion active a rajouté de la valeur. Au jour d'aujourd'hui, par rapport au marché des capitaux, je vous dirais que la majorité des investisseurs du monde ont des difficultés vu la concentration des capitaux dans quelques titres du marché. Dans les marchés mondiaux des capitaux, qui sont à 70% américains, dans ces marchés américains, vous avez une poignée de sociétés qui contrôlent tout le marché. Vous avez sans doute entendu parler des 7 magnifiques. Alors, nous avons pris une décision délibérée de ne pas se concentrer autant que le marché dans ces sociétés, dans ces 7 sociétés. Nous avons privilégié la voie diversifiée dans le crédit, l'infrastructure, les obligations d'État. Mais ces entreprises et cette entreprise ont connu des bénéfices extraordinaires depuis quelques années. Si on regarde l'horizon temporel sur les 25 prochaines années, nous pensons que la chose prudente à faire, c'est de se diversifier davantage que les marchés actuels. Et c'est un des défis de ce qu'on appelle l'investissement passif, c'est que c'est très concentré. Si vous n'avez jamais entendu parler des 7 magnifiques, ce sont les grandes sociétés technologiques américaines qui sont à la base de l'augmentation des valeurs boursières depuis quelques années. Une question. Est-ce que vous investirez dans les crypto-monnaies? Ah, la crypto. On me pose toujours la question. Alors, je dirais d'abord que nous n'avons pas encore investi dans les crypto-monnaies. Or, nous gardons un œil sur les tendances. Nous parlons d'une catégorie d'actifs qui représente $1 billion. Enfin, je ne sais pas si on peut dire que c'est une catégorie d'actifs, mais ça représente $1 billion en dollars américains, ce qui signifie beaucoup. On passe beaucoup de temps à l'observer, à tâcher de comprendre, mais nous n'avons jamais encore franchi le pas vers l'investissement. Mais depuis quelques semaines, avec cet actif qui s'appuie sur des données fondamentales différentes des autres catégories. C'est important pour nous de les garder à l'œil, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore investi. C'est fascinant. Quand vous dites, est-ce que c'est une catégorie d'actifs? Qu'est-ce que l'investissement passif? Il y a beaucoup de choses qui évoluent, n'est-ce pas? Prochaine question. Est-ce que vous négociez souvent vos titres ou est-ce que vous les gardez généralement longtemps? C'est une bonne question. Je n'ai pas de chiffres à citer. Je pourrais vous parler davantage de notre philosophie et des principes peut-être. Alors, nous sommes un investisseur sur le très long terme. Donc, dans le volet gestion active des valeurs mobilières, des actions, le portefeuille est assez concentré. C'est-à-dire que le travail de ces analystes est de regarder l'ensemble des marchés boursiers et d'avoir des données qui leur donnent un bon niveau de conviction et d'investir. Généralement, ils conservent ces participations pendant très longtemps. Je regardais cette semaine, on a une participation dans une société depuis 2011. Bon, c'est une participation qu'on a fait évoluer au fil du temps, mais on investit dans cette société depuis 2011. Donc, du côté de la gestion active,
Bon, et vous savez, il faut beaucoup d'études, de recherche avant d'avoir les niveaux de conviction nécessaires. Et nous sommes des investisseurs de nature fondamentale à la base. Donc, les données fondamentales de la société doivent être solides. Une fois qu'on établit ce niveau de conviction, généralement, on reste investi assez longtemps. Du côté passif, on rééquilibre assez régulièrement. Parfois, on a les actions sous-jacentes. Il y a des opérations qui sont faites, oui, mais on essaie de minimiser le nombre d'opérations. Oui, parce que c'est moins une question de choix de titres individuels lorsqu'il est question de gestion passive. Une question des taux BECO. Comment l'augmentation des taux d'intérêt depuis quelques années a-t-il influé sur les rendements et qu'anticipez-vous à la lumière des coupures et est-ce que vous avez investi dans des modalités telles que les CPG? Alors, je n'ai pas la réponse concernant les CPG, mais je dirais que nous avons un gros portefeuille de titres à revenus fixes. Le portefeuille de titres à revenus fixes a une duration plus longue que les CPG, donc généralement, nous n'avons pas beaucoup de liquidité dans la gestion active et généralement pour les titres à revenus fixes, nous avons une duration d'environ 5 ans et on parle d'un gros portefeuille. Vous le voyez dans le rapport annuel, vous avez la ventilation, quelle est la proportion de titres à revenus fixes du portefeuille global. L'augmentation des taux d'intérêt a eu un impact sur les marchés des capitaux du monde entier. Et il y a certaines choses gagnent à être expliquées. Évidemment, vous avez des titres à revenus fixes dans les portefeuilles qui généralement ont plus de difficultés en cas d'augmentation des taux d'intérêt. On l'a ressenti dans le portefeuille des titres à revenus fixes pendant les dernières années. Mais nous avons un vaste portefeuille d'actions et il a été relativement résilient pendant cette période assez houleuse. Évidemment, il y a une augmentation du coût du crédit pour les entreprises, ce qui a un impact sur l'exploitation des sociétés. L'augmentation des taux d'intérêt est toujours difficile. C'est difficile pour les valorisations, c'est difficile pour le taux d'actualisation, mais il y a malgré tout des rendements. Nos rendements depuis 5 ans, pensez à ce qui s'est passé depuis 5 ans. On a vécu des moments vraiment emballants depuis quelques 5 ans. Notre rendement est d'environ 8 10 ans, 9,1 mais 5 ans même, dans cette période très chaotique, on a eu 8,1 de rendement. Nos pronostics pour les taux, pour l'avenir, bon, c'est difficile de les prévoir, mais on présume que les taux resteront relativement élevés. Conséquemment, le portefeuille ne s'appuie pas sur une hypothèse qui exigerait une coupure dans les taux d'intérêt. On veut avoir un portefeuille qui soit résilient si les taux d'intérêt sont plus élevés pendant plus longtemps. Et cela rejoint une de nos philosophies de placement. Il nous faut un portefeuille qui soit super résistant. Que les taux augmentent, diminuent, que l'inflation augmente ou diminue, il faut que l'on résiste. C'est très difficile d'opérer un vaste changement pour un portefeuille de cette taille. Il faut donc avoir un portefeuille extrêmement résilient à des conditions macroéconomiques inéluctables. Depuis quelques années, je dirais que pour les investisseurs institutionnels du monde entier, on a eu du mal à composer avec les chocs de la chaîne d'approvisionnement à l'issue de la COVID. Pendant la COVID, vous avez eu une diminution des valeurs boursières, une augmentation des taux d'intérêt, des chocs de la chaîne d'approvisionnement. Ça a été très difficile. Mais malgré tout cela, nous avons eu des rendements de 8 Et vous avez fait référence à la répartition de l'actif, des catégories d'actifs qui est dans les informations qui se trouvent dans le rapport annuel. Une autre question de Calgary. Le RPC a beaucoup d'actifs, qu'il s'agisse de valeurs mobilières ou immobilières, en Chine. Quels sont les risques à prévoir? Eh bien, permettez-moi de parler de notre philosophie de placement dans les marchés émergents, dont la Chine. J'ai beaucoup parlé de diversification aujourd'hui et l'importance de la diversification. Lorsqu'on regarde les marchés émergents, ce qu'on observe, c'est une possibilité d'investissement dans la croissance, possibilité d'investissement dans des économies qui connaissent une croissance rapide et qui s'industrialisent très rapidement, qui se modernisent très rapidement. Conséquemment, 15 à 16 % du portefeuille est investi dans les marchés émergents. Mais
dans les grands marchés émergents. C'est-à-dire qu'on se concentre sur les pays qui connaissent la plus forte croissance de ces marchés émergents. Mais comme vous le voyez dans notre rapport annuel, notre intérêt pour les marchés émergents a diminué en raison des difficultés géopolitiques qu'on a déjà évoquées. Notre intérêt pour les marchés émergents a diminué, dans certains cas, a diminué de beaucoup. Conséquemment, nous estimons toujours que la Chine, qui est la deuxième plus grande économie du monde, nous estimons donc qu'il est important d'être exposé en partie à la deuxième plus grande économie du monde, mais nous avons réduit nos participations par rapport à leur record historique. Mais une chose à laquelle on songe beaucoup, c'est pas seulement quelle quantité, mais quelle répartition. Comment investir pour obtenir l'exposition que l'on cherche en songeant très soigneusement aux vecteurs, qu'il s'agisse des titres à revenus fixes, du crédit, des actions, et s'agit-il de sociétés ouvertes ou fermées, et quel secteur? Par voie de conséquence, le portefeuille dans chaque pays est très réfléchi afin d'avoir les résultats et les liquidités qu'il nous faut. Prochaine question. Quel sera le rôle de l'IA à l'avenir? Vous avez un peu parlé des 7 magnifiques, mais quelles sont vos réflexions sur l'IA? Oui, on parle beaucoup de l'IA en général. C'est une question complexe qui a bien des composants. Permettez-moi d'évoquer d'abord notre portefeuille et ensuite je parlerai de notre point de vue concernant les modifications qui découlent de l'IA pour nous, les êtres humains, mais également les investissements. Alors, pour le portefeuille, évidemment, on veut participer à la hauteur que l'on souhaite, peut-être un peu moins que le marché, mais à la hauteur que l'on souhaite pour être exposé à l'IA. Cela comprend l'investissement dans certaines sociétés ouvertes, comme les 7 magnifiques, NVIDIA, Alphabet, et ainsi de suite, mais aussi investir dans les courroies d'entraînement vers ces 7 magnifiques, par exemple, les ensembles de données. On ne sait pas qui remportera la guerre sur l'achat des participations à la production de la technologie. Vous savez qu'il y a d'importantes mises en chantier pour les centres de données. Donc, cela signifie que notre équipe d'infrastructure, notre équipe immobilière, mais aussi l'énergie, la demande énergétique est colossale pour ces centres de données, colossale. Conséquemment, nous avons des équipes qui se concentrent, de l'équipe de l'infrastructure, de l'équipe de l'immobilier, de l'énergie. Elles sont mises en commun avant de prendre une décision sur un choix de placement. Alors, du point de vue des placements, il faut se poser la question, quel sera l'impact sur le portefeuille? Quelles sont les possibilités? Quels sont les risques? Est-ce qu'il y a certains secteurs qui seront vraiment négativement touchés par l'IA? Au sein d'investissement, RPC, nous avons tâché d'épouser l'IA générative du point de vue de l'apprentissage, c'est-à-dire pour faire en sorte que nos collègues soient suffisamment à l'aise avec la technologie. Comme beaucoup de sociétés, nous avons choisi Copilot, que vous connaissez sans doute, un produit de Microsoft. Donc, les gens chez nous ont accès à des grands modèles langagiers. On voit une amélioration de la productivité de l'ordre de 5%. Donc oui, on y réfléchit, c'est-à-dire comment être plus productif. Comme mes collègues le savent, je suis fort axée sur la productivité. Comment devenir plus productif, comment se servir de ces outils pour améliorer notre productivité. Or, nous n'oublions pas les grandes applications également. Par exemple, à l'heure actuelle, on pense que l'IA générative pourrait servir à la prise de décision accélérée. Est-ce que l'IA générative peut prendre des décisions? Je n'en sais rien. Or, nous pensons qu'il est important de garder un œil sur la technologie. Nous ne cherchons pas à être un chef de file mondial en matière d'IA générative, mais nous voulons comprendre quel sera l'impact sur nos activités. Nous avons parlé de coûts, un peu plus tôt de rendement. Comment l'IA peut-elle nous aider à obtenir de meilleurs rendements nets? Cela rejoint un peu ce que vous disiez sur le bureau de San Francisco. Vous voulez rester tout près du berceau de l'évolution. Une question d'Edmonton. Le RPC, en vertu de la loi, doit être indépendant du gouvernement, ce qui est très bien.
si ce gouvernement ou le gouvernement subséquent souhaitait influencer le RPC, pourrait-il changer la loi pour se donner davantage de pouvoir afin que le RPC investisse dans ce que cherche le gouvernement? Permettez-moi de parler un peu de la structure de gouvernance d'investissement RPC. Les ministres des Finances des provinces et du fédéral se sont réunis pour créer le RPC. Et dans la loi, il est indiqué que les 2/3 des provinces qui représentent les 2/3 de la population, population participante donc, doivent être d'accord pour imposer un changement à l'office. Donc, c'est une norme très difficile à atteindre pour imposer un changement. À l'heure actuelle, la relation que nous avons avec l'ensemble des provinces est très constructive et productive. Et nous nous attendons à ce que ce soit le cas à l'avenir. L'autre jour, je me penchais sur les 25 années d'existence d'investissement RPC. Il y a eu 50 élections depuis 50 au niveau provincial ou fédéral. Et au fil de ces années, nous avons travaillé avec toutes sortes de ministres des Finances, des provinces et du fédéral. Et chacune a fait preuve d'un grand respect pour notre organisation. Prochaine question. Quelle quantité d'argent avez-vous dans des actifs non capitalisés? Comment résoudrez-vous cela? Et avez-vous l'intention de vous servir de vos liquidités pour couvrir ces actifs non capitalisés? Bon, je n'ai pas la réponse exacte. Il était question du rôle du régime par rapport à l'office du régime un peu plus tôt. Le RPC est un régime hybride, je l'expliquais, donc cotisation et investissement excédentaire confié à investissement. S'agissant du passif du RPC, des aspects non capitalisés, ça relève du RPC, la gestion du RPC. Nous gérons les capitaux excédentaires. Alors, vous avez un passif non capitalisé, oui, dans le RPC, qui peut faire l'objet d'un rapport du BSIF. Si vous allez consulter l'information du bureau de l'actuaire en chef sur le site du BSIF, vous aurez davantage de renseignements. Vous évoquez le fait que la majorité des placements d'investissement est du côté américain. Est-ce que ça pourrait être un risque vu le résultat des nouvelles élections? Alors, nous investissons plus aux États-Unis, mais la majorité ne s'y trouve pas. 35% du portefeuille se trouve investi aux États-Unis. Donc, c'est le choix de destination privilégié, mais ce n'est pas la majorité des participations. Alors, pensons à la diversification géographique. Nous avons un horizon temporel de 75 ans. Nous nous attendrons, avec nos activités de placement, à investir au fil de bien des gouvernements, que ce soit ici au Canada ou ailleurs. On s'attend à investir dans des gouvernements qui représentent toutes les affiliations politiques. Nous devons donc avoir une stratégie de placement qui ne s'appuie pas sur un parti qui soit au pouvoir. C'est ainsi qu'on a conçu le portefeuille. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être inféodé à un parti. Bon, alors nous arrivons à notre dernière question qui nous provient de Halifax. Vous semblez bien gérer les rendements. Est-ce que vous avez déjà songé à une cotisation volontaire, en plus de la cotisation obligatoire au RPC? C'est une question qu'on a déjà entendue. Alors, je rappelle, nous gérons les fonds excédentaires du RPC. Les questions concernant les cotisations, les taux de cotisation, les prestations, ça doit être posé à RPC directement. Bon, alors malheureusement, nous n'avons plus de temps, mais est-ce que vous avez quelques mots à dire pour conclure? D'abord, je souhaite remercier tout le monde. Remercier tout le monde qui a participé à cette assemblée et remercier tout le monde qui a posé des questions. C'est important pour nous. C'est important pour nous du point de vue de la transparence, de vous donner l'occasion de nous poser des questions.
À quelques reprises pendant l'appel, nous avons évoqué d'autres ressources disponibles, que ce soit notre rapport annuel, le rapport sur les investissements durables, sur notre politique d'investissement durable. J'encourage tous les cotisants à prendre connaissance de ces rapports qui se trouvent sur notre site Internet. J'aimerais terminer sur le rendement. Au nom de tout le monde, Investissement RPC, nous sommes très fiers de nos réussites, d'avoir 9,1 % de rendement sur 10 ans. Nous sommes très dévoués et nous continuerons de vous donner l'excellent rendement que vous méritez comme cotisant et comme bénéficiaire. Merci, John. Vos commentaires nous sont précieux. Il y a un formulaire à gauche de votre écran pour nous envoyer vos commentaires. Nous n'avons pu répondre à toutes les questions, malheureusement, mais vous pouvez nous écrire à contact@cppib.com. Encore une fois, merci. Nous vous remercions de votre participation.